Alors bonjour à tous et bienvenue sur Miles and Minds podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Côté, triathlète. Alors vous connaissez sûrement déjà Samuel pour sa victoire sur Canadaman, Swissman. Vous avez peut-être déjà vu passer un de ses réels sur Instagram ou son documentaire sur YouTube comme moi. Aujourd'hui, il nous fait le plaisir de venir nous parler de lui, de son parcours. Salut Samuel, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est cool. Comment ça va? Salut Mathéo, ça va super bien. Merci de me recevoir. Ah bah normal. Je pense que comme beaucoup, je suis tombé sur ton documentaire qui retraçait ton parcours. Documentaire d'ailleurs très bien fait, je le dis très tôt dans le podcast, mais C'est qui gentil. m'a ouvert à ton histoire. Donc je suis content de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours, pour ceux qui nous écoutent mais qui te connaissent pas encore? Ouais. Moi en fait, à la base, j'étais pas du tout censé faire du triathlon. J'étais plus dans le milieu des sports d'équipe. Donc j'ai joué beaucoup. Nous on dit le soccer, mais vous en France c'est le foot. Euh, et puis après, en fait, moi j'ai grandi une partie de ma vie en France. Je suis né ici au Québec, mais à 3 ans, toute ma famille on a déménagé en France, dans ton coin là, dans la campagne de Lyon. Ok. Et puis du coup, qu'est-ce que tu fais quand t'as 3, 4 ans, 5 ans en France? Tu joues au foot. Donc j'ai joué pas mal au foot, et puis après quand on a redéménagé ici au Québec, mon rêve c'était de jouer au hockey. Donc j'ai joué aussi beaucoup au hockey, et puis c'est par un coup de chance qu'un jour j'avais un ami commun qui lui toute sa famille faisait du vélo, Ok. et puis ils avaient de l'équipement supplémentaire pour moi. Ils avaient tu sais tout le kit, tu vois, le vélo, les chaussures à clip. Ouais. Et puis ils m'ont dit mais pourquoi tu viens pas avec nous, tu sais ça pourrait être sympa. Donc je lui ai dit allez, bon, je me lance. Et puis du coup ça a été un coup de foudre. Et puis la première fois sur un vélo de route, ça m'a changé. Et puis je me suis dit ça y est, il faut que je me mette au vélo de route. Et puis du coup je courais déjà un peu avec à l'école on faisait des cross country. Ouais. Puis là quand tu cours et que tu fais du vélo, tu te dis pourquoi pas essayer de faire un triathlon. Puis à l'époque, ma mère, elle nageait une fois par semaine, tu vois, vraiment récréativement, hein, vraiment. Ouais. Mais je lui avais dit ce serait sympa, j'aimerais bien faire un triathlon, donc ça te dit si je viens nager avec toi? Et puis du coup, elle m'avait invité, et ça a été le truc le plus humbling ever, parce que bon, elle continuait de me dépasser, puis moi je crachais mes poumons après 25 mètres. Donc voilà, ouais, mon parcours, moi je pars quand même de loin en triathlon, et puis j'ai commencé aussi sur le tard. Maintenant les jeunes ils commencent à 12, 13, 14 ans, ils font du tri. Ouais. Et moi tu vois, j'ai commencé, j'avais 17. Donc je me débrouillais bien en vélo et à pied, mais en natation j'ai été une roche. Je pense que c'est un challenge que beaucoup de triathlètes auquel ils font face, parce que bon, la natation c'est super technique, et puis quand tu apprends ça sur le tard, Ouais. tu nages à contre-courant, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc c'est ça. Et puis j'ai suivi un peu le parcours standard des jeunes qui se lancent dans le triathlon. J'étais plus sur le circuit élite, ITU, donc tout ce qui est, tu sais, course à sillonnage, Mhm. coupe continentale et compagnie. Et voilà. Et j'ai fait quelques années de ITU, et puis après je suis vraiment tombé sur le longue distance qui me correspond beaucoup plus. Je me plais vachement plus dans le triathlon longue distance, à demi Ironman, et puis maintenant tu vois, Ironman extrême. C'est marrant parce qu'au final, tes débuts, ça a été très familial. Alors, le vélo avec une autre famille que la tienne, mais toujours la famille. Et puis, la natation avec ta mère, c'est des débuts qui sont spéciaux. C'est sympa, quoi. Ouais, et puis c'est une histoire qui se poursuit aussi en famille, parce que mes parents sont mes plus grands supporters, et ils viennent tout le temps à mes courses, tu vois, même si maintenant je course un peu partout dans le monde. Ouais. Dès qu'ils peuvent, ils se déplacent. Je suis vraiment, vraiment chanceux. Et pourtant, mes parents, vraiment pas des milieux c'est vraiment pas des gens qui évoluaient dans le milieu du sport d'endurance. C'est pas des coureurs, c'est pas des cyclistes non plus, mais ils se sont prêtés au jeu. Et puis vraiment, comme n'importe quel athlète, avoir une famille qui te supporte, ça fait toute la différence. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu te souviens de ton premier triathlon? Quelle impression il t'a laissé? Ça a changé ma vie, parce que en fait c'est vraiment un autre coup de foudre, un peu comme je te dis avec le vélo. Là c'était encore pire, vraiment, après le premier triathlon. Et pourtant j'ai fait
une performance qui était médiocre, tu vois. C'était très standard. J'ai à peine survécu à la natation. En plus, c'était une natation en piscine. Ok. Nous ici au Québec, ça se fait quand même pas mal des triathlons en piscine parce que des fois, des accès à l'eau, c'est plus compliqué. Et voilà, ouais, donc j'avais à peine survécu à la natation. J'avais même pas de trifonction, donc complet, tu sais, des decks, nous on dit des deck change, là, tu sais, les serviettes autour de la taille, en transition, boum, t-shirt de vélo. Et puis après, je pose le vélo, je me rechange encore pour la course à pied, alors que j'avais pas besoin, tu vois. Mais bon, j'étais vraiment pas là sur un aspect performance. Et mais quand j'ai traversé le finish, je me suis dit ça y est, c'est ça que je veux faire. Genre je lâche tout. À l'époque, c'est ça, je faisais pas mal de l'été je faisais du soccer, du foot, et du coup l'hiver je faisais du hockey, et j'ai tout lâché, j'ai joint un club de triathlon, et voilà, je me suis lancé les deux pieds dans le sport, et j'ai jamais regardé derrière. Et du coup, c'est une fois arrivé dans ce club que tu as voulu augmenter la distance pour arriver à Ironman et après Ironman extrême, etc. Ouais, ça s'est fait un petit peu plus sur le long terme. Ok. Du coup, tu sais, j'ai commencé avec un sprint et puis je suis quand même resté sur les sprints un bon moment parce que, comme je te dis, avec les courses draft legal, avec du sillonnage et tout, c'est des courtes distances, hein. Ouais. Donc j'ai fait un bon trois ans de sprint. Ok. Même ici, on fait beaucoup de super sprints. C'est des trucs que t'as le goût de vomir, mais mais c'est bien, c'est formateur et puis ça développe ton explosivité quand t'es jeune. En fait, c'est ce que t'as besoin. Après, ça se transmet bien aussi sur le plus long. Donc ouais, non, ça a pris comme ça a pris 3-4 ans avant que je fasse mon premier demi Ironman. Et puis à partir du moment où j'ai fait le premier demi Ironman, là j'avais comme une graine de planter dans la tête de me dire ouais, ça me convient plus. Surtout le vélo sans sillonnage avec un vélo de chrono, ça me plaît à fond. Et puis souvent c'est un peu ça qui me faisait chier dans les courses à sillonnage, c'est que bon, je sortais loin à la natation et puis après je me ramassais à tirer tout le monde en vélo parce que la course elle est en avant, tu vois, puis tu veux pas juste rester dans le quatrième pack derrière à être figurant, donc tu essayes de ramener, mais c'est compliqué sur 20 kilos. Je voulais revenir sur un point que tu avais dit tout à l'heure sur la natation, qui était du coup ton point faible, on a compris à l'origine, mais comme je pense enfin pas tout le monde, mais une grande partie, à part les nageurs, quoi. Toi, quelles adaptations techniques ou séances spécifiques t'as fait et qui t'ont permis d'un peu de combler ce retard? Wow. Déjà, j'ai fait un an en club, le club dont je viens de te parler. Ouais. Et puis après, j'ai rapidement switché dans un autre club qui était vraiment un club de natation. Nous ici, on a, je pense qu'il y a en France aussi du sport-études. Ouais. Donc c'est des structures qui sont en fait qui allient le sport et les études pour les athlètes de élite. Et du coup, moi j'ai joint un club. Je faisais du triathlon, mais j'ai joint un club de natation. Et du coup, je nageais 5-6 fois semaine. Ah ouais. Truc de fou. Ouais, pendant 2-3 ans, j'ai nagé 5-6 fois semaine. Au moins 20 bornes par semaine. C'était ouais. Donc ça m'a vraiment permis de passer au niveau suivant. Et puis après, sinon, plus sur un aspect technique, moi, je pense que ce que les gens ont vraiment intérêt à travailler, c'est la position du corps dans l'eau. Parce que souvent, on se concentre sur, comment on rentre notre main, l'appui. Bon, l'appui est super important, on se le cachera pas, mais comment on rentre notre main, et la position de la tête qui sont tous des aspects super importants, mais tout ça, moi, je trouve, c'est irrelevant. Ça a pas de autant d'impact que si tu nages à la verticale, tu vois. Ouais. Donc, ceux qui ont les hanches qui coulent, c'est bien s'ils rentrent leurs mains dans l'eau de la bonne façon, c'est super, mais ça les freine tellement que c'est ça. Donc, moi, c'est quand j'ai commencé à vraiment me concentrer sur ma posture dans l'eau, garder bien mes hanches hautes, bien flotter sur l'eau. C'est vraiment ça qui m'a permis de progresser. Puis je pense que c'est d'autant plus important en natation en eau libre parce que tu te fais brasser de tous les côtés, il y a de la vague, il y a des gens autour de toi, t'es pas dans une piscine, c'est pas plat, donc c'est encore plus important d'avoir une bonne position, je pense. Ouais, puis surtout si tu disais que tu faisais 20 bornes par semaine, enfin à un moment donné t'es obligé de progresser quoi. Si tu fais ça pendant 2 ans, pas le choix. Ouais, Okay. exactement.
Exactement. T'en as parlé un peu sur tes réseaux, mais t'as eu une période après donc Ironman Lanzarote, si je me trompe pas, où donc t'as eu beaucoup de blessures, t'as eu des performances un peu en dessous de tes attentes, etc., qui ont fait que tu voulais un peu lâcher l'objectif que t'avais de compétitivité, d'être professionnel, etc. Tout ça, c'était avant ta victoire sur le Canadaman, qui j'imagine a changé tes plans. Est-ce que tu peux nous décrire en détail, toi, ta journée sur le Canadaman et comment ça se passe dans ta tête après tout ce qui s'est passé en amont? Ouais. Bah alors ouais. Donc le petit contexte, c'est que en gros je voulais passer pro en Ironman et puis c'était ma dernière année en amateur dans la catégorie 18-24. Donc je voulais essayer de remporter les championnats du monde amateur, bien sûr. Mm. Mais souvent ça fait c'est un bon levier pour passer pro parce que quand t'as gagné les championnats du monde, t'as quand même un petit peu de crédibilité. Donc c'était ça l'objectif. Et puis je suis allé à Lanzarote, j'ai gagné mon groupe d'âge, donc je me suis qualifié à Nice, qui était la première année des championnats du monde qui se retrouvaient à Nice. Mm. Moi, ça me convenait parfaitement parce que c'est un parcours avec beaucoup de dénivelé, super technique. Ça me convient beaucoup plus que Kona. Donc j'avais vraiment tout misé cette année-là pour remporter à Nice. Et je me suis blessé pendant la course, troisième métatarse, microfracture sous le pied, donc j'ai même pas terminé. Et ça a été comme un gros coup au moral. Et du coup, l'année suivante, je me suis lancé dans une autre année en essayant de me donner une chance de tu vois, continuer à percer. Mm. Et c'est là que j'ai fait le Canadaman. Mais j'avais un début de saison vraiment terrible. Donc j'étais vraiment dans ma tête, je me suis dit le Canadaman, c'est juste mon dernier tour de piste. Mm. C'est pas très loin de chez moi. Donc j'avais toute ma famille qui était là, j'avais plein d'amis qui s'étaient déplacés pour venir m'encourager. Donc pour moi, c'était allez, je fais mon dernier tour de piste, j'en profite et puis après je peux tourner la page en paix. Mm. Mais du coup ouais, cette course-là, toutes les étoiles se sont alignées, j'étais vraiment en super forme et je pense que le fait que je me suis relâché de toute la pression de performance et d'objectifs, Ouais. ça m'a vraiment permis de m'exprimer à mon plein potentiel. Et du coup, ouais, donc petit résumé de la course pour ceux qui savent pas, le Canadaman c'est un Ironman extrême, donc dans le style Norseman, Swissman, Ambroman et compagnie. Donc c'est des distances Ironman, mais dans des conditions extrêmes avec beaucoup de dénivelé, des parcours de point A à point B. Voilà. Donc au Canada, comme on le sait, partout dans le monde il fait froid. La course elle est en octobre, donc l'eau elle était super froide. Vraiment, je sais plus, je pense que c'était 10 ou 12 degrés. Donc c'est gelé. Mm. Ils ont même été obligés de diminuer la distance du 3.8. Ils sont tombés à 2 parce que c'était trop dangereux pour des questions de santé, d'hypothermie et compagnie. Donc on a nagé que 2000 mètres. Mais le pire, c'était pas l'eau. Le pire, c'était de sortir de l'eau. Et là, il faisait 3 degrés dehors. Ah ouais. Donc là, tu sais, t'as les vêtements tout mouillés, t'es trempé, et puis là, tu vas sauter sur le vélo où il va faire encore plus froid que 3 degrés. Et là, t'es trempé. Donc moi, j'avais pris vraiment du temps en transition pour comme, me sécher. Mm. C'est vraiment la transition non optimisée du tout. Là. Mais je me suis dit, c'est 2 minutes que je peux perdre, mais ça va me permettre de pas en perdre 15 sur le vélo ou même de DNF. Donc c'est la décision que j'avais prise, puis c'était vraiment la bonne décision parce que on gelait sur le vélo là, c'était fou. Mais voilà, et puis après en vélo, j'ai rapidement été capable de rattraper la tête de course et puis de même prendre de l'avance jusqu'en deuxième transition. Et après j'ai été capable de courir le marathon vraiment bien en fait et j'ai pu creuser mon écart. Mais ouais, voilà, petit résumé de course, vraiment les grandes lignes, mais ce qui se passe dans la tête, c'est toute la journée en fait, c'est que c'est dur parce que c'est des courses où il y a pas beaucoup de gens sur le parcours, surtout quand tu es en avant, c'est pas une boucle, donc tu croises pas tes compétiteurs, tu sais pas où ils sont où, t'es vraiment livré à toi-même en fait. Ouais. C'est ça le concept du triathlon extrême, c'est ça le concept surtout du Canadaman, le parcours, de comment il est fait. C'est vraiment fait pour que tu te sentes isolé et tout seul. Et puis en plus, tu gèles. Donc voilà, c'est bien mental. Mais ouais, le finish, c'est un délire parce que Ouais, t'arrives j'imagine. c'est au sommet. T'as vu les images. Ouais. C'est au sommet t'arrives à un observatoire pour les étoiles. Et du coup, c'est vraiment grandiose.
En plus derrière t'enchaînes avec la Swissman. Donc j'imagine que ces deux victoires-là, ça change la vision que t'avais juste avant de la suite, quoi, comme tu dis. Oui, ouais, vraiment. En fait, le Canadaman, ça m'a vraiment donné du momentum. Ça m'a permis de me relancer dans une autre année où je consacrais ma vie au triathlon. Et puis ça m'a aussi, ça a été un petit, je pense, signe de l'univers ou signe de la vie qui me dit, bah tu sais quoi, peut-être que ces genres de courses-là, de Ironman extrême, c'est peut-être ta niche. Et puis c'est là-dedans que tu peux bien te débrouiller parce qu'en fait moi je suis quand même quelqu'un d'assez léger et donc sur des parcours tout plats, bah moi je veux pas pousser 340 watts comme Sam Laidlow pendant 4 heures Mhm. à Kona, tu sais, j'y arriverai pas. Mhm. Donc moi j'arrive à me débrouiller quand ça grimpe, quand c'est technique, quand ça descend et tout. C'est là que j'arrive à m'exprimer. Et pareil à pied, j'aime bien courir en trail, j'adore grimper. Donc vraiment ouais, je pense que c'est un peu toutes les étoiles qui se sont alignées pour me dire bah c'est quoi, peut-être que t'as trouvé ta voie. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans une année où je faisais le Swissman et le Northman et en espérant bien faire sur les deux. Et ouais, donc 6 mois plus tard, je gagnais le Swissman qui était encore plus grandiose que le Canadaman. Vraiment, Ouais, le Swissman, et c'était aussi une confirmation, une belle confirmation pour moi. C'était pas comme ouais, t'as été chanceux au Canadaman, t'as gagné, puis bravo. Là, c'était comme ok, il a aussi gagné Swissman, donc ouais, c'est il est une costaud, confirmation, quoi. quoi. Voilà la Ok. confirmation exacte. Et petit aparté, mais je me demandais comment tu gères des départs en masse dans des eaux aussi froides, surtout sur des triathlons extrêmes, surtout au niveau du stress thermique et de la respiration, ça doit être très perturbant. Ouais, effectivement, mais en même temps, t'es tellement sous l'adrénaline, Ouais. t'es excité de partir que j'ai pas trop senti tu vois, de stress thermique un peu comme t'expliques. J'ai ressenti régulièrement en entraînement parce que t'as pas tu sais, toute cette chimie dans le Ouais. corps qui t'excite. Mais ouais, honnêtement, Canadaman, moi, je suis juste parti en bombe parce que je me suis dit, il faut pas que je me ramasse pris en arrière à devoir remonter des gens. On voyait rien. Il était 6 heures du mat. Il faisait noir, noir, noir. Donc, quand tu te mets à devoir contourner des gens, c'est déjà pas facile dans un Ironman régulier, mais là, quand il fait noir, que tu gèles, ouais, tu veux être le plus loin des gens, des autres possible. Et du coup, je suis parti un peu vite, mais je pense que c'était la bonne décision parce qu'aussi tu te réchauffes vachement plus rapidement. Et puis après, bah, tu sais, 250 mètres plus tard, tu peux rentrer dans ton rythme un peu plus aérobique et puis de contrôle pour le restant de la course parce que tu veux pas non plus te miner pour Ouais. le reste de la course. Et j'ai lu que pour ces deux courses-là, du coup, tu avais fait une partie de ta préparation en France, Côte d'Azur, si je me trompe pas. Du coup, est-ce que tu organises ton année entre le Canada et la France? Comment ça se passe? Ouais, donc dans les dernières années, j'ai fait pas mal 6 mois, 6 mois. Donc 6 mois en France, 6 mois au Québec. En fait, c'est qu'ici c'est extrêmement dur de s'entraîner l'hiver Hmm. parce que bah, il fait froid, il y a de la neige et c'est surtout que ça dure longtemps. Tu sais, si c'était 2 mois de neige, bon, tu te dis ok, je me tape 2 mois de home trainer, mais nous des fois on est pris 6 mois sur le taxe. Donc pour préparer une saison, surtout une saison pro, c'est vraiment difficile. Hmm. Après, il y en a qui le font, mais c'est vraiment dur. Et puis moi, ben, j'ai le luxe justement d'avoir la nationalité française. Ma mère est française et puis ben, en ayant grandi là aussi, j'ai des repères. Donc j'aime bien fuir l'hiver. Je suis comme un oiseau migrateur. Quand il se met à faire trop froid ici au Québec, oup, je traverse l'océan et puis je retourne en France. Et puis après, voilà, ouais. Et puis c'est aussi qu'il y a plus de courses en Europe, donc Ouais, c'est c'est clair. plus sympa. Tu sais, pendant la saison de course, t'as plus d'options. Et puis tous, on se déplace tellement facilement en Europe, c'est ça qui est pratique. Euh, ouais, donc c'est ça, c'est un peu mon rythme de vie là dans les dernières années. Et puis l'année prochaine, je pense venir en France un peu plus longtemps. Ça va être plus autour de 9 mois, donc de janvier à septembre Ok. environ. Ok, ouais. Donc une belle année ouais, en perspective. Ok, non, nickel. Et pendant une préparation, que ce soit en France ou au Canada pour le coup, est-ce que tu peux nous donner un peu une semaine type d'entraînement au niveau du volume, des intensités que tu fais?
Ouais, je pense que si tu as déjà posé ces questions-là à d'autres athlètes, c'est difficile pour nous Ouais, de te donner un exemple parce que ça varie tellement en fonction de où tu es dans ta périodisation, quelle course tu prépares, qu'est-ce que tu as fait dans les dernières semaines. Mais une règle générale, surtout en Ironman extrême, on fait beaucoup de volume. Bah, ouais, c'est du volume d'Ironman, mais après on va aller chercher le plus de dénivelé possible. Donc moi c'est vraiment ça que je recherche plus dans ma semaine, c'est d'aller chercher un certain nombre de dénivelés positifs pour vraiment avoir l'adaptation et puis être confortable dans les bosses. Donc voilà, ouais. Alors, quand je suis en France, ça tourne entre 25 et 30 heures d'entraînement par semaine. ok, Je roule, je nage deux à quatre fois par semaine. J'essaye d'avoir minimum une natation en eau libre par semaine. Je trouve que ça, pour moi personnellement, une natation en eau libre, ça vaut deux entraînements en piscine. Juste parce que bah tu poses pas d'humeur à tous les 25 ou 50 mètres. Et puis bah c'est aussi vachement plus spécifique pour le triathlon. Et puis après en vélo, en vélo je roule beaucoup. Je fais beaucoup d'aérobie et de caisse parce que en course à pied je suis pas encore au niveau où je suis capable de courir 100 kilos par semaine. Je risquerais trop de me blesser ouais, et puis je veux absolument éviter ça à tout prix. Donc le but c'est de transférer un peu de ce volume de course à pied là qui me manque en vélo. ok, Du coup je roule beaucoup, je roule entre 18 et 20 ouais, une vingtaine d'heures de vélo par semaine. Et puis après bah je cours 4 à 5 fois par semaine. J'essaie de courir pas mal en trail, faire du dénivelé et puis voilà. ok. Et au niveau de ton entraînement, tu te bases sur quelles données? Je te pose la question parce que parmi différents triathlètes sportifs que j'ai pu interviewer, en fait, je pensais que, par exemple, le lactate, etc., ce serait beaucoup utilisé. Et en fait, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent pas et qui préfèrent au contraire être au ressenti, tu vois. Donc, toi, tu fonctionnes comment? Ouais, moi j'utilise le lactate juste en labo en fait, juste je le teste pour voir mon amélioration, pour avoir aussi des meilleures données pour savoir qu'est-ce qui est à travailler. Ça te donne vraiment un profil détaillé et intéressant de ton profil en fait. Ouais. Donc de tes forces et de tes faiblesses. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais après, moi, je suis la dernière personne qui va se pointer à la piste avec son petit lactomètre là, Mhm. avec et puis se percer les oreilles à chaque répétition. Je suis vraiment plus de la philosophie aussi du ressenti à l'effort. Et puis après, ben je regarde un petit peu la FC, je regarde un petit peu les watts juste pour avoir comme des repères supplémentaires. Mais c'est vraiment, ouais, vraiment au feeling plus que je préfère m'entraîner. Ouais. Ouais, et puis au final, quand on s'intéresse un peu à tout ça, j'ai l'impression que je sais pas comment ça s'appelle, mais du coup, lactatomètre ou quelque chose du genre, sont Ouais, facilement biaisés dans les résultats. Il suffit qu'il y ait un peu de transpiration dessus ou quoi, et tout de suite, tu sais pas trop quoi faire des résultats en plus. Donc, ok, ouais, ouais, exactement. ok. Est-ce que t'as un mantra, une stratégie mentale que tu utilises un peu en préparation avant les grosses courses comme ça, un peu une prépa mentale? Ouais, j'aime bien. Je fais beaucoup de visualisation. Ok. Donc, j'essaie de visualiser en fait le plan de match et puis comment j'aimerais que la course se déroule. Et puis après, ben, j'aime bien aussi visualiser qu'est-ce qui pourrait mal tourner et comment je voudrais réagir dans ces moments-là. Donc, un exemple, ce serait ma chaîne qui tombe Mhm. entre le plateau et le cadre. Ça m'est déjà arrivé dans une course et ça m'a fait perdre les pédales complets. Mhm. Tu vois, j'étais enragé et et du coup ça m'a fait perdre les moyens sur la course et puis bah j'ai vraiment j'ai explosé après. Et du coup de visualiser que bon bah ça peut se passer, mais comment je voudrais réagir? Bah ok, je veux pouvoir débarquer de mon vélo, calme, juste rembarquer la chaîne, ça prend 15 secondes, et puis après je repars en vélo, et puis bah donc juste de visualiser comment je voudrais réagir dans cette situation-là, ça marche super bien parce que après là justement cette année j'ai eu ma chaîne qui est encore retombée pendant une course, et puis tu vois au lieu de m'énerver, je suis juste sorti de mon vélo, j'ai remarqué la chaîne, et puis 15 secondes plus tard j'étais reparti. Et 15 secondes sur un Ironman, on s'en Mhm. fout, tu vois.
genre ça vaut pas la peine de perdre ses moyens pour ça. Ouais, donc au final, quand tu vis le truc, c'est comme si tu l'avais déjà vécu, tu savais exactement comment réagir, quoi. Ok. Exactement. Ok, bah super intéressant. Et j'imagine que du coup, pour être calme aussi le jour de la course, ça passe par savoir ce que tu vas manger, ce que tu vas ingérer pendant la course. Toi, ta nutrition, comment tu la gères et est-ce que tu as eu des problèmes avec ça? Je sais qu'il y a beaucoup de trailers, notamment à qui j'ai parlé, avec qui au bout une certaine distance, ça bloque. Est-ce que toi, ça passe? Comment tu gères ça? Ouais, au début de ma carrière Ironman, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que j'ai quand même un estomac fragile. Ok. Euh, et du coup, le premier Ironman que j'ai fait, j'ai dû m'arrêter 3, 4 fois à la toilette pendant le marathon. Donc, c'est vraiment pas comme ça que tu performes. Et puis moi, après, j'ai trouvé ma stratégie. Ma stratégie, c'est vraiment de consommer que du liquide pendant la course. Ok. Donc, que ce soit dans les bidons ou des gels. Les gels, moi, je les absorbe bien. Mais dès que je prends quelque chose d'un peu plus solide comme une barre, là c'est compliqué. Là, au niveau de digestion, ça m'active vachement. Et puis Hmm. après, donc euh, donc c'est ça ma stratégie. Après, comment je l'ingère, beaucoup dans les bidons. Je trouve que c'est pratique parce que les bidons, en fait, t'as pas besoin de prendre 25 grammes d'un coup. Tu sais, un gel, une fois que tu l'ouvres, tu veux le siphonner au complet, tu prends Bah pas ouais. la moitié. Donc dans les bidons, c'est moyen de, tu vois, prendre une gorgée tous les 10 minutes. Et puis du coup, tu as un apport en glucides qui est un peu plus étalé et constant. Donc ça, j'aime bien. Et puis après, je le complémente avec des gels au sirop d'érable, en bon Canadien québécois. Nickel. Tu représentes bien, quoi. Voilà, ça me fait sentir à la maison. C'est ça. Et du coup, au niveau glucides par heure, je sais pas si tu l'as dit, mais tu tournes à combien à peu près? Entre 100 et 120. Ok. Du coup, sur le vélo, plus autour de 120. Et puis après, dès que j'arrive sur la course à pied, j'essaie de descendre un peu, Ouais. autour de 100. J'aimerais bien continuer à 120, mais c'est ça. Mon estomac est encore, il est bien réglé là, mais il nécessite encore un peu d'entraînement. Ok, ça marche. Pour revenir un peu à ta saison, donc t'as enchaîné à Swissman avec la Norseman qui a lieu en août. C'était ta première sur cette course-là? Première fois au Norseman, ouais. Première fois à Norseman. Tu t'en es sorti avec un résultat, t'attendais mieux forcément, surtout après une saison comme ça. Euh, Comment tu gères ces moments-là de un peu de déception, de doute pour après repartir à l'entraînement et repartir motivé? Je, je pense que la première étape, c'est d'accepter ce qui s'est passé, ce qui est souvent dur. Donc, il faut que tu te laisses du temps parce que c'est pas le lendemain d'une grosse déception que tu es capable de passer à autre chose et de faire la part des choses. Euh, je pense une autre chose qui est importante à faire, c'est d'analyser de façon objective. Une fois qu'il y a du temps qui s'est passé, de pouvoir retourner et de regarder la situation d'un œil externe pour essayer d'en tirer des leçons. Euh, je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir accepter ce qui s'est passé parce que Mm. au bout de la ligne, t'en ressors enrichi. Donc c'est pas une expérience qui est jetée à la poubelle. Souvent, en tout cas moi en tant qu'athlète, souvent quand j'ai des mauvaises courses, j'ai vite tendance à mentalement me dire ah purée, tout ça c'était pour rien, tu sais, je suis allé Ouais. en Norvège pour rien, ça coûte super cher aller en Norvège, purée, j'ai brûlé tout cet argent pour rien, j'ai même pas pu performer à la hauteur de ce que je voulais, blablabla blablabla. Et je suis vite à aller dans cet angle mental là, alors que dès que j'arrive à prendre un pas de recul et me dire ouais mais j'ai appris ça, je retire plein de leçons de cette expérience là. Rapidement, je suis capable de me dire, finalement, c'est pas perdu. Mm. C'était super enrichissant et puis, on le dit tout le temps, on apprend plus dans les défaites que dans les victoires. Donc, quand tu as des courses comme ça, des contre-performances, en fin de compte, c'est peut-être la meilleure chose qui peut t'arriver parce que tu vas tellement apprendre, tu vas tellement pouvoir te développer que pour ta prochaine saison ou ta prochaine course, tu vas devenir beaucoup plus fort. Et du coup, quelle marge de progression t'as vu apparaître suite à ces courses-là, tu vois, ces doutes-là? Ouais, du coup, après le Northman, moi, ça a été, j'ai signé la fin de ma saison. Mm. J'ai pris un off-season assez tôt. Je voulais peut-être faire une autre course dans l'année, mais finalement, je me sentais vraiment vide Ouais. physiquement, mentalement. Je sentais que j'avais besoin de couper. Donc,
Donc j'ai pas fait de gain physiologique après le Norseman parce que du coup tu sais, j'ai coupé, donc j'ai pas eu de boost de fitness ou quoi que ce soit. Mais c'est plus dans ma maturité ou dans mon approche des prochaines courses que je veux faire que là je sens que j'ai plus de compréhension de qu'est-ce que je peux faire, de comment me préparer pour ces courses-là, et puis de qu'est-ce qui est réaliste entre deux courses. Donc en fait, entre le Swissman et le Norseman, il y avait 6 semaines. Donc 6 semaines, c'est sur papier, c'est suffisamment, mais c'est serré, tu vois, pour récupérer du Swissman et puis après refaire un build-up jusqu'au Norseman. Et c'est un peu ça qui s'est pas bien passé, c'est que j'ai repris l'entraînement trop rapidement après le Swissman et du coup je me suis brûlé et je suis arrivé en Norvège complètement claqué, tu vois. Avant la course. Donc ouais, exactement, avant la course. Je suis sauté sur le vélo, j'ai même pas pédalé 5 minutes, j'étais à bloc, j'avais les jambes complètement vides et puis là les gens ça passe à côté de toi et puis t'es complètement impuissant. Donc ouais. Mais on apprend, hein. C'est c'est ça qui est la beauté du sport, c'est que on n'a jamais fini d'apprendre et puis on continue à se développer. Tout à l'heure, tu en as parlé un peu de l'aspect financier et j'aimerais l'aborder un peu plus. Dans le sport en général, on sait que c'est un point super important et c'est un enjeu, mais notamment là dans le triathlon. Toi, si je me trompe pas, t'avais lancé une campagne de financement pour aider à financer justement ta saison, nutrition, logistique, ton équipe de support. Comment tu gères cet aspect-là pour t'entraîner au meilleur niveau? Est-ce que tu dois travailler à côté? Comment ça se passe? Du coup, dans les dernières années, j'ai travaillé à côté. Et là, depuis du coup 12 mois, là, depuis l'année dernière, je fais vraiment du triathlon full-time, donc professionnel. Okay. Mais en même temps, je dis ça avec un grain de sel parce que je réalise que maintenant, ma side job, mon emploi, c'est de créer du contenu. Ouais. Donc, en fait, maintenant, en triathlon, on le voit de plus en plus, tous les triathlètes pros se lancent à faire du contenu, à faire des vidéos, ils engagent une équipe et compagnie parce que c'est dans l'ère dans laquelle on est, des réseaux sociaux et compagnie. Donc voilà, ouais, du coup, moi, c'est ce qui m'occupe à côté de tous les entraînements que je fais. C'est moi, je fais tout seul, donc je filme, j'édite, je poste et compagnie, tout seul. Et puis j'aime bien, mais voilà, ça occupe énormément. Et puis c'est ce qui me permet de pouvoir aller chercher un petit peu plus de financement aussi auprès des sponsors, parce que les sponsors, ils aiment voir ça. T'es aussi tout d'un coup un investissement qui est moins risqué parce que si jamais tu performes pas, t'as quand même de la visibilité sur les réseaux sociaux et voilà, t'as une corde de plus à ton arc pour pouvoir négocier des contrats intéressants avec les compagnies. Et du coup, tu as cette volonté-là de continuer à créer du contenu aussi, notamment sur YouTube, etc. Ouais, là, je t'avoue que YouTube, je suis un peu pas en pause, mais bon, on a lancé le documentaire et ça, c'était vraiment super. Mais ouais, YouTube, ça demande quand même beaucoup d'investissement. Ouais. C'est vraiment c'est du boulot, tu vois. Ouais. Donc en ce moment, pour le moment, je me concentre que sur les plateformes à court format, donc Instagram, TikTok. Et voilà. Et puis après, si j'arrive à pouvoir évoluer et puis à passer sur YouTube, oui, pourquoi pas. Mais rendu là, il faudra que j'ai une équipe autour de moi, tu vois, au moins quelqu'un qui peut filmer et éditer. Ça va m'enlever une charge de travail énorme et puis moi, ça va me permettre de pouvoir aussi rediriger de l'attention et de l'énergie ailleurs. Donc voilà, ouais. Donc YouTube, pour le moment, c'est un peu sur la glace. C'est quelque chose que j'aimerais développer dans l'avenir. Mais là, en ce moment, le focus, c'est vraiment Instagram, TikTok. Ouais, puis en plus, comme tu dis, sur les contenus courts, tu peux tout faire toi-même, alors que sur un contenu comme celui que tu avais mis sur YouTube, c'est impossible, quoi. Enfin, si tu veux faire quelque chose de correct, c'est improbable, quoi. Et ça prend tellement de temps, tu sais, c'est une infrastructure pour ça, là. Tu sais, c'est des longues heures d'editing, c'est beaucoup de footage, beaucoup de contenu, donc
Ouais, c'est juste le niveau supérieur. C'est pas improbable et impossible, mais c'est juste chaque chose en son temps, je pense. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, tu parlais aussi des triathlètes qui commençaient de plus en plus à faire du contenu. On le voit avec Christian Blumenfeld qui le fait beaucoup un peu de partout, etc. Moi, ce que je trouvais amusant, c'est que donc cette année, le champion du monde, c'est sur Ironman Casper Storms, et j'ai eu l'impression qu'il avait été un peu dépassé à ce niveau-là, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qu'on voit très peu dans la sphère médiatique. Et en fait, d'un coup, il a eu toute la lumière. Et donc, on a commencé à voir des vidéos YouTube, etc., débriefs, et j'ai trouvé ça amusant. Ouais, exactement. Je me demande si en fait c'est que en ayant gagné Nice, il a tout d'un coup eu le budget Ah, aussi, nécessaire pour pouvoir débloquer, pouvoir financer une équipe. Parce que là, tu sais, évidemment, lui, il touche pas à l'ordi, là, il est pas en train de ouais. l'éditer dans Premiere Pro, à couper ses clips. Donc, je pense que, tu sais, avec le chèque de Nice, il a pu s'engager une équipe. Puis moi aussi, j'étais surpris parce que le mec, tu sais, il avait zéro présence sur les réseaux Ouais, sociaux et là, tout d'un coup, c'est post après post, des memes, des YouTube, ouais. tu sais, tout. Et puis c'est Il a super, tout moi envoyé j'adore. d'un coup, quoi. Ouais, exact. Non, mais du coup, c'est clair qu'on peut voir cette transition à fond, même avec Casper Storms. Donc c'est cool. Mm. On a un peu parlé de l'équipe de support. On en a parlé notamment au dernier épisode avec Brice Maillard qui s'occupe un peu de tout ça sur un Norseman. Est-ce que tu peux nous parler toi du rôle de l'équipe de support, à quel point c'est important pour toi, qui sont les membres, quel rôle ils ont, comment ça fonctionne en course? Ouais, donc en fait sur les Ironman extrêmes, c'est des triathlons où tu es un peu en autonomie, donc il n'y a pas de station d'aide organisée par l'organisation, il n'y a pas de ravito. Donc tu es obligé d'être suivi par une équipe qui te permet de justement te donner ta nutrition, ton hydratation. Et puis aussi, il y a une personne dans cette équipe-là de support qui doit t'accompagner sur la dernière partie du marathon. Donc, pour assurer, je pense que c'est pour des raisons de sécurité, parce que rendu là, t'es semi-lucide. Et puis, les derniers kilomètres, tu montes des montagnes, pour pas te perdre, pour pas que tu t'ouvres un genou sur Hmm. le bord d'un arbre ou voilà. Donc il y a cet aspect-là d'équipe. Donc, ces courses se font en équipe. Il y a un athlète, mais tu peux vraiment pas compétitionner si t'as pas une équipe avec toi. Donc, l'importance de l'équipe, elle est cruciale pour Ouais. répondre à ta question. Et du coup, moi, j'ai Vincent qui a fait toutes les courses avec moi depuis le début. Lui, il s'occupe de toute la logistique. On l'appelle Master Crew Chief. Donc, c'est le chef de l'équipe de support. Lui, c'est lui qui conduit la voiture. C'est lui qui s'occupe de tous les ravitaux. Donc, de me donner les bonnes bouteilles au bon moment. Et puis, pareil pour la nutrition, les gels et compagnie. Et puis après, ben, il y a l'assistant qui, lui, s'occupe plus de la partie course à pied à la fin de la course. Ok. Donc, lui, il va m'accompagner sur les 10-12 derniers kilomètres et puis il va courir avec moi et puis s'assurer que je me rends jusqu'au finish. Du coup, c'est que des gens qui te connaissent très bien, j'imagine. J'imagine que c'est important aussi que ils savent réagir en fonction de toi, comment t'arrives sur la course. Vraiment, vraiment. Ok. Et c'est ce qui est dur quand on veut choisir une équipe de support, c'est que il faut que ce soit des personnes de confiance, mais idéalement aussi, il faut que ce soit des gens qui ont évolué un peu dans le milieu parce que tu veux qu'ils sachent réagir quand il y a des trucs qui se passent pas bien dans la course, tu sais. Ouais. Et puis aussi à la fin, surtout le pacer, la personne qui court avec toi, c'est quand même une expérience vulnérable parce que tu es dans tous tes états à la fin, tu es vraiment à fleur de peau. T'es vraiment en mode survie de juste je veux me rendre au finish et donc tu veux pas partager ce moment-là de vulnérabilité avec n'importe qui. Tu veux Mhm. quelqu'un qui va te comprendre dans ce qui se passe, qui va t'encourager, mais aussi qui va pas non plus en trop en faire. Tu vois, des fois il y en a qui Ouais. sont bien intentionnés, mais ils veulent trop et puis toi ça te draine plus que ce que ça t'aide. Ok. Donc ouais, donc le choix de l'équipe elle est vraiment importante. Et en plus, si c'est quelqu'un, comme tu dis, qui l'a vécu, il sait un peu ce que tu vis en temps réel, et donc il est plus à même de réagir. Ok, ouais, c'est super, Exact. super intéressant. Et quand tu t'entraînes pas ou que t'es pas en compétition, est-ce que tu arrives facilement à déconnecter complet du triathlon, ou au contraire c'est dur, t'as l'impression que tu fais rien, machin. Ouais, j'arrive à déconnecter, mais pas sur des longues périodes, tu vois. Hmm. Je peux déconnecter une journée, mais rapidement Ok. après le lendemain. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est comme j'arrive à faire autre chose. Tu sais, le triathlon, j'adore, c'est ma passion, c'est ma vie.
Mais je sais qu'un jour, je vais faire autre chose et puis je suis vraiment en paix avec ça. Je veux pas évoluer dans le milieu du triathlon pour le restant de mes jours, tu vois. Hmm. Donc voilà, je suis passionné, mais je suis pas non plus accro. Sauf que voilà, tu sais, là en ce moment dans ma vie, c'est dur de pas penser triathlon pendant plus de 24 heures, tu vois. Tout tourne autour de ça, mon entraînement, ma récupération, ma nutrition, mon sommeil, mon contenu, les sponsors et compagnie. Donc ouais, en ce moment tout tourne autour du triathlon. J'arrive à déconnecter, mais pas pendant des semaines. Ok. Et ton repas de fête après une course, c'est quoi? Oui, oui, oui. Alors ma mère, c'est une cuisinière extraordinaire. Ok. Donc je vais à la table les yeux fermés et puis je sais que ça va être bon. Donc il y a pas vraiment de repas fétiche après la course. Mais bon, une bonne lasagne à maman, c'est imbattable. Ouais. Tu sais que le chef sait faire. Tu seras pas déçu, quoi. Non, c'est ça, exactement, exactement. Ça marche. Alors, on approche de la fin de l'épisode, mais avant ça, on a encore les questions des abonnés. On a Cécile qui demande quelle est ta préférence entre les 3 sports et pourquoi. Mais tu nous as un peu déjà répondu sur le vélo. Alors, Est-ce que ça a pu évoluer? ouais, en fait, moi j'ai des phases dans ma vie où je veux faire que du vélo, tu vois, je veux vraiment juste borner à vélo, je m'en fous des autres sports et tout. Et puis après, j'ai un peu cette phase-là aussi en course à pied. Des fois, il y a des moments où je veux vraiment juste courir et je délaisse un peu les autres sports. Ça arrive jamais en natation, par contre, tu vois. Il y a pas des moments où je suis comme, ouais, je veux juste faire de la Faire natation. que ça. Donc, donc si j'avais à répondre, je répondrais le vélo. Mais c'est vraiment dur pour moi de départager le vélo et la course à pied. Si je devais en choisir un des deux et que je pourrais pas faire l'autre, je serais quand même très triste. Ouais. Ok. On a Lucas qui demande comment tu récupères d'un triathlon extrême. Alors, bah, tu fais rien. Ouais. Non, mais en vrai, moi, non, c'est pas un conseil que je recommande. Moi, je préfère être un peu actif après la course juste pour justement flusher toute la lactique ou toute la fatigue. Moi, si je passe une journée dans le canapé, je suis encore plus courbaturé le lendemain, tu vois. Donc, je Ouais. préfère, j'aime bien aller faire, tu sais, le lendemain d'une course, un petit 30, 40 minutes à vélo, juste, mais vraiment, vraiment, vraiment relax, tu vois, juste pour dire que tu tournes les jambes, ça oxygène tes muscles, ça oxygène ton corps. Et puis, moi, je trouve que ça me permet juste de récupérer plus rapidement. Mais voilà, faut que tu fasses ça pendant plusieurs jours parce que en Ironman extrême, faut que tu creuses très, très profond. Donc ça prend du temps de récupérer. Ouais. Mais au final, j'ai l'impression que c'est quand même un conseil qui est assez recommandé de rester actif pour la récupération, quoi. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi parce que y a rien de pire que de rester immobile, tu vois, y a rien qui bouge, y a rien qui s'évacue. Je pense pas que c'est une recette gagnante pour récupérer dans Ironman, ouais. Et enfin, on a la dernière question de Seb qui demande quel est ton programme pour l'année prochaine? Alors, c'est encore secret, mais bon, on va faire une annonce sur ton podcast, j'imagine. Euh, j'ai 2 autres Ironman extrêmes au programme cette année. Ok. Je vais faire le Ascend X3 qui est la première édition. C'est dans les Pyrénées. T'en as peut-être entendu parler, je Ouais, pense. j'en avais entendu parler, ouais. Ouais, donc celui-là, écoute, dès qu'il y a eu l'annonce, ça m'a parlé immédiatement. C'est vraiment un parcours. Attends, il y a 5000 mètres de D+ sur le vélo. Il y a 2008 à pied, mais c'est un truc, tu sais, c'est monstrueux. Et du coup, bah moi, ça m'attire. Donc, je me suis, ça y est, je suis inscrit pour cette course-là. Et puis après, je voudrais enchaîner avec le Icon, qui est en Italie, qui est un autre Ironman extrême avec énormément, énormément de dénivelé. Et puis ça va être les grosses courses de ma saison. Mais sinon, comme je retourne être basé sur Nice, je pense faire le 70.3 comme course préparatoire. Peut-être même Aix-en-Provence qui est en mai, je crois. Et voilà. Donc peut-être ces deux demi en préparation. Et puis après, vraiment mes grosses courses, ça va être les Pyrénées et puis les Dolomites en triathlon extrême, en espérant justement aller chercher ma qualification pour le Norseman pour 2027, puis retourner en Norvège l'année suivante. Ah, c'est bien, ça fait un programme chargé, mais quand même varié, parce qu'on pourrait se dire, comme c'est une niche triathlon extrême, on tourne sur 2 courses, mais en fait, au final, là, tu fais une année avec presque que des nouvelles courses, quoi.
Ouais, Donc, 100%, ouais, exactement. Et puis c'est cool. Je trouve ça trop bien de voir. Il y a des Ironman extrêmes qui naissent de partout là. hum, C'est vraiment en pleine expansion. Puis c'est pas, tu sais, avant il y en avait comme deux ou trois. Et donc tu tournes tout le temps à faire les mêmes. Mais là, il y en a de plus en plus partout à travers le monde. Et c'est toutes des destinations super intéressantes. Genre, ouais. Tu sais, il y en a un dans les Himalayas qui me parle à fond au Népal, Monténégro, hum. en Australie et compagnie, en Grèce. Donc, tu sais, c'est vraiment, t'as amplement le choix. Après, c'est plus la logistique de se rendre là qui est plus Ouais, compliquée. c'est ça. Mais, ouais, t'as raison. Ouais, c'est toutes des nouvelles courses pour moi. Donc, ça va être stimulant de se lancer des nouveaux défis, ouais. Puis en plus, le triathlon grandit en ce moment, j'ai l'impression. En tout cas, on en parle de plus en plus et c'est un sport qui est de plus en plus fait. Je sais que j'ai regardé les clubs sur Lyon et en fait, ils mettent des messages sur Facebook. On veut plus personne, il y a trop de gens. Donc en fait, c'est génial. Je trouve que c'est une bonne nouvelle quand même. Ouais, oui, c'est une excellente nouvelle, mais c'est fou. Donc, les clubs, ils sont à pleine capacité, là? Ouais, bah, ils disaient que ouais, ils prenaient plus personne. C'est impossible quoi. La piscine est trop petite. Ah ouais, ouais, c'est ça. C'est surtout la piscine qui restreint, hein. C'est ça, exactement. Mais Puis du en coup, vélo, à pied, ça va, mais, ouais, c'est ça. Tu vas voir une horde de triathlètes dans Lyon. Et je me permets de rebondir sur la question. Tu disais tout à l'heure que tu savais que tu n'allais pas faire du triathlon toute ta vie. Est-ce que tu penses déjà à l'après? J'y réfléchis, mais j'ai encore aucune idée de ce que je vais faire après. Ouais. Mais mais oui, je sais que en fait moi je suis un amoureux de la vie, j'ai plein de passions différentes, j'ai plein de trucs qui m'allument, donc Hmm. je suis vraiment pas inquiet qu'après le triathlon, je vais trouver un projet ou une business ou un emploi qui me stimule, qui m'intéresse, dans Ouais. lequel je vais pouvoir m'immerser, me plonger. Et puis ça, c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète. Ouais. Euh, donc ouais. Mais donc pour le moment j'ai pas de réponse, mais ouais, j'ai plein d'options. Nickel. Bah, merci à toi, Sam, d'avoir joué le jeu, partagé l'envers du décor avec les auditeurs, la charge, le froid, les chiffres, on a appris plein de trucs, donc c'est vraiment cool. Merci aussi aux auditeurs. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à le noter, Spotify, Deezer, voilà, ça l'aide toujours à le faire grandir. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec une autre personnalité des sports d'endurance.